C'est bien qu'ils arrivent dans le prochain encore. Qui viennent de tous les coins de France et d'ailleurs, tous les coins interviennent en Belge. Et donc on va parler d'astrologie, d'abord en général, c'est-à-dire que je vais voir qui va faire un petit peu de pause sur ce qu'est l'astrologie. Je vais vous donner en entourage. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas bien l'astrologie, pour que si on demande un petit peu les bases. Ensuite, ce que nous vous proposons, c'est un forum réellement, c'est-à-dire tout le monde a la parole, pas en même temps bien sûr. Mais c'est-à-dire que vous pourrez poser des questions qui vous tiennent à cœur, des questions qui vous importent, disons à la poste, parmi tout le monde, qui vous paraît la plus intéressante. Alors, Jacques Abrone, là je vais présenter. Et puis, donc ensuite, après l'exposé de Jean-Louis, alors je vais vous présenter très succinctement, finalement, peut-être parler des activités astrologiques des uns et des autres dans un premier temps pour être naturel, mais peut-être parler de la ville qui vient à chacun d'entre nous, ça pourrait vous permettre de vous situer, et vous allez pouvoir trouver un astrologue dans votre ville que vous n'imaginez pas. Alors je commence à ma droite avec Guy Dupuis, qui est de l'Ardèche, avec Jean-Marie Lepelletier, qui vient de Lorient, et de la même région, Jean-Charles Pichon, que vous connaissez certainement, probablement par les œuvres qu'il a écrites sur les mythes, sur les dieux, qui vient de Nantes. Ensuite, nous avons Jean Oyou, qui est le premier astrologue étranger de notre équipe, qui vient de Liège, qui dirige l'Institut national d'anthropocosmologie. Ensuite, à sa gauche, de Bordeaux, de la région de Bordeaux, Georges Duperron. Puis, le deuxième astrologue étranger, qui est romain, mais qui en fin de compte est né en Russie, Adriano Carelli, qui a choisi par amour pour la France le pseudonyme de André Leclerc, qui est le pseudonyme qui est l'anagramme d'Adriano Carelli. Donc il est connu en Italie sous le nom français. Ensuite nous avons Pierre Ekel, qui vient de Metz. Ensuite nous avons Michel Migraine, qui vient du Havre. Et l'animatrice que vous devez connaître déjà depuis longtemps, Christine Paulet, qui vient de Nîmes. Voilà, alors donc c'est la première façon de faire une idée des uns et des autres. Il y a des Belges, des Italiens, et des gens de l'Est, de l'Ouest, du Sud. Et je laisse la parole à Jean Oyou pour lui vous présenter, pour résumer l'astrologie, on fait quand même poser toute une série de questions importantes, de questions qu'on peut se poser au sujet de cette astrologie, sans doute très connues par beaucoup d'entre vous, mais peut-être moins bien connues par d'autres. En fait, il y a dans notre société, qui est en train d'ailleurs de muter, d'ailleurs, vous en êtes le témoin, une confusion qui s'est faite depuis très longtemps et qui existe encore malheureusement, bien qu'elle soit en train de diminuer. C'est-à-dire qu'on confond souvent l'astrologie et l'horoscopie. Horoscopie qui a été terriblement commercialisée par toutes sortes de journaux, de revues, et je pense que dans tous les journaux régionaux encore, en tout cas chez vous je suppose également, il existe ce qu'on appelle des horoscopes. Il est un fait que la première des choses que vous pouvez faire avec ces horoscopes, c'est les prendre et les jeter. Parce que ce n'est pas ça l'astrologie. C'est tout à fait autre chose. L'astrologie, comme le mot l'indique, vient du grec astro et logos, c'est le langage, l'expression des astres. En fait, c'est une construction alphabétique qui part d'un principe dont nous parlerons, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je vais vous dire est là pour susciter vos questions par la suite, puisque nous sommes là pour y répondre. C'est un langage alphabétique partant sur la division duodénaire de l'écliptique. Qu'est-ce que c'est l'écliptique? C'est le mouvement apparent du Soleil autour de la Terre, puisque l'astrologie, étant donné qu'elle concerne les hommes, est un phénomène géocentrique. C'est-à-dire qu'on fait l'inverse, on sait parfaitement bien que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, mais nous avons le mouvement, c'est nous qui voyons le Soleil tourner. D'où il y a un mouvement apparent sur l'écliptique, que l'on a divisé en 12, c'est-à-dire 4 fois 3,
coupé par l'axe des solstices et des équinoxes, qui donne 4 saisons, et dans ces 4 saisons, il y a 3 périodes. C'est-à-dire que pour le printemps, nous avons le bélier, le taureau, le gémeaux, en été, le cancer, le lion, la vierge, en automne, la balance, le scorpion et le sagittaire, et en hiver, le capricorne, le verseau et les poissons. On a bien sûr déjà, c'est une première objection que l'on peut faire à l'astrologie, une objection qui provient d'un phénomène astronomique. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène astronomique qui s'appelle la précession des équinoxes, je ne vais pas expliquer maintenant parce que ça nous emmènerait trop loin, qui fait qu'à un certain moment, les constellations qui se trouvaient dans le zodiaque correspondaient avec les signes du zodiaque. À cause de cette précession des équinoxes, la constellation s'est décalée par rapport à ce qu'on appelle les signes. D'où certains ont dit que l'astrologie n'avait plus aucune valeur, puisqu'on construisait artificiellement une recherche sur un alphabet qui était basé sur quelque chose d'artificiel, tout à fait imaginaire. À ça, on peut rétorquer quelque chose de précis, c'est qu'en fait l'astrologie se base essentiellement sur ce zodiaque de saison et non pas sur un zodiaque de constellation. C'est-à-dire qu'il se base essentiellement sur cette division de 360 degrés basée sur le mouvement de la Terre et donc le mouvement apparent du Soleil et pas sur les constellations extérieures. En fait, les astrologues ne se préoccupent pas des constellations extérieures. La preuve, c'est que s'ils regardent le ciel, c'est tout simplement par intérêt pour les étoiles et par un intérêt astronomique, mais les astrologues n'ont plus besoin de regarder le ciel, ils regardent leur petit bouquin. C'est pour ça qu'en fait, il y a là vraiment un décalage et une objection à réfuter immédiatement. Le problème, bien sûr, c'est qu'on utilise en astrologie 3 facteurs principaux qui sont forcément ces signes, cette division de l'écliptique, qui ont chacun une valeur attribuée depuis longue date et une valeur vérifiée depuis longue date. Dans cette division de l'écliptique, dans ces signes, passent forcément des corps célestes, qui sont les luminaires, Soleil, Lune, et les planètes, et tout cet élément s'agence autour du mouvement de la Terre sur elle-même, qui fait qu'on divise également l'horoscope, on divise également la figure en 12 parties, partant du milieu du ciel et de l'ascendant. Vous avez déjà entendu parler, je crois que c'est un truc très connu, vous êtes de quel signe, vous êtes oui, vous êtes du bélier, vous avez l'ascendant cancer, oui, ça marche bien avec moi, parce que moi justement j'ai mon soleil. Bon, il y a toutes sortes de jeux de société qui se font ainsi, et ma foi, c'est très drôle, mais pas tellement convaincant. Mais de toute façon, l'ascendant, qu'est-ce que c'est justement ce point oriental sur lequel on part pour diviser les différentes régions, mais la terrestre, correspondant au mouvement de la Terre. C'est pour ça qu'il est important, quand on veut faire son thème, on dit par un astrologue, de donner son heure de naissance et son lieu de naissance. Parce qu'il est évident que nous sommes nés sur un méridien précis et pas sur un autre. Et c'est ainsi qu'à une heure bien précise, à des endroits différents, ça peut tout à fait changer. À quoi sert? Quels sont les domaines de l'astrologie? Eh bien, si l'on remonte dans l'histoire, le premier domaine des astrologues, puisque l'astrologie existe depuis très longtemps, elle existe depuis qu'on connaît une origine de cette civilisation, c'est-à-dire depuis qu'on a des sources écrites, on a des sources astrologiques. À cette époque-là, l'astrologie servait au fond roi et aux souverains, qui étaient liés intrinsèquement à leur état, et l'astrologie servait à gouverner. Puis progressivement, je ne vais pas faire un cours d'histoire d'astrologie, progressivement il y a eu un mouvement qui a utilisé l'horoscope à des fins individuelles. Donc on a dressé le thème des gens pour essayer de leur expliquer comment ils étaient, ce qu'allait leur devenir. Depuis, disons, le début de ce siècle, il y a un renouveau en astrologie, et principalement au niveau de cette astrologie psychologique, je dirais. Et depuis la découverte de la psychologie, beaucoup d'astrologues ont essayé de faire une jonction entre leur langage et le langage du psychologue. Et il est vrai
qu'au niveau du diagnostic psychologique, l'astrologie est d'une efficacité et d'une précision assez surprenante. De là, on peut aller plus loin, puisqu'au fond, le psyché est toujours accompagné par le soma. L'astrologie peut être également servir de diagnostic médical. Elle peut servir en plus de prévisionnel, c'est-à-dire nous informer sur les étapes par lesquelles nous allons passer. Elle peut servir également à comprendre des événements mondiaux, et elle peut servir, et bien sûr il y a toute une branche d'astrologie qui au fond est beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus spirituelle, et qui en fait est une sorte de transition un peu entre un élément bien concret et toute une sorte de volonté de compréhension de l'intégration de l'homme dans le cosmos. Maintenant, ça, bon, sont des diagnostics. Mais le problème, c'est qu'on peut constater des effets de l'astrologie, on peut constater effectivement que ça marche. On l'a fait, vous savez, on accorde aux statistiques la valeur qu'on veut, mais quand on pense par exemple à la différence entre un diagnostic médical et un diagnostic astrologue, on se rend compte que si le médecin fait 35% d'erreurs, l'astrologue lui en fait en moyenne que 10 à 12. Parce que c'est une intuition, parce que c'est une logique, on n'en sait rien. Et c'est ça le problème. Nous sommes dans une époque, nous terminons en tout cas, une époque extrêmement rationaliste, et on essaie de comprendre les causes. Parce que vous savez, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs Jean-Charles, ton discours cet après-midi où tu parlais de ce monde où on veut la cause. On dit qu'il n'y a pas d'effet sans cause, et à telle cause, il y a tel effet. Et s'il y a tel effet, forcément, il y a toujours la même cause. C'est au fond, la science rationaliste veut qu'il y ait des causes identiques pour des effets identiques. Il y a un phénomène d'identité. Au principe, au fond astrologique, les anciens n'ont jamais parlé de cause. Et quand on essaie de creuser la cause fondamentale de l'astrologie, on n'en trouve pas, réellement. Or, si on essaie bien d'extrapoler une sorte de comparaison avec l'homéopathie en disant que tout est en vibration, la présence de tel corps céleste à tel endroit forcément entraîne telle sorte de vibration par rapport au rayonnement solaire, ça peut être exact, mais enfin, jusqu'à présent, c'est invérifiable. La seule chose que l'on peut constater, c'est qu'effectivement, ça fonctionne. Et tu mentionnais tout à l'heure des expériences qu'on a fait, entre autres, à l'Université de Lyon, je pense, sur des dilutions essentiellement de métaux dans lesquels on plaçait des buvards dans un endroit identique, à la température identique, à des pressions intérieures, atmosphériques identiques, pour essayer de voir si ces dilutions étaient toujours identiques, eh bien elles varient d'après les déplacements des planètes. Et bon, là, il y a une chose, ça marche. Comment ça marche, on ne sait pas. Alors, il y a deux hypothèses généralement connues au niveau de l'astrologie. Il y a certains qui défendent, au fond, une certaine astrologie symbolique, c'est-à-dire une astrologie d'analogie, et qui remonte là aux sources, disons, philosophiques, aux sources ésotériques, et notamment à cette fameuse pensée, qui est le troisième adage d'Hermès Trismégiste, qui est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Et il dit, bon, bien, au fond, nous sommes intégrés dans un système cosmique, le ciel n'est qu'une représentation, n'est qu'un symbole, n'est qu'une analogie de nous. Si nous naissons à tel moment, forcément, c'est parce que ce ciel est comme ça. Et le ciel est comme ça parce que tel type de personne est né à tel moment. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation étroite entre l'immensité et entre le tout petit. Ce n'est pas évident, ce n'est pas du tout à réfuter au premier abord. C'est une observation assez intéressante en ce sens que quand on y pense bien, notre façon, et bon, il n'y a pas que les astrologues qui le disent, mais si l'on en prend référence à toutes les sciences qui s'intéressent à l'humain, si on prend par exemple la chirologie, si on prend l'étude de la morphologie, si on prend la psychologie, si on prend la médecine, si on prend l'astrologie, on voit une convergence évidente entre un état de pensée, le visage que l'on a, le corps que l'on a, les mains que l'on a et le ciel que l'on a. À tel point que dernièrement, nous avons eu, je pense, l'énorme satisfaction dans l'institut que je dirige
de faire un travail avec 7 personnes, justement de ces différentes catégories, c'est-à-dire un chirologue, un graphologue, personne qui s'occupe de morphologie, etc., chaîne musculaire et tout, et on a demandé à ces personnes d'analyser chacune dans leurs compétences la même personne. Et nous avons décidé d'entreprendre ce travail sur une plus grande échelle, et donc on a constaté que les résultats, les conclusions étaient les mêmes. C'est-à-dire que même pour les personnes n'ayant pas vu cette personne se servant par exemple d'un thème, ou la personne se servant de l'écriture, ou la personne se servant de l'empreinte de la main sur du papier, ces personnes arrivaient à la même conclusion. Donc par conséquent, il y a une convergence. Nous sommes intégrés dans un ensemble apparemment, et nous sommes analogues à cet ensemble. Ça c'est le principe analogique, l'astrologie symbolique. Nous serions des symboles d'eux, le ciel est le symbole de nous. Mais, à côté de ça, dans une époque comme la nôtre, il est un fait que ce genre de principe est refusé par la plupart des scientistes et la plupart des gens qui disent oui, mais cause, effet, etc. Nous, on recherche les causes physiques qui pourraient influencer l'individu. Attention, ceci est, je pense, un point important de départ pour vos questions, pour le débat, parce que si nous entrons dans une astrologie symbolique ou analogique, nous entrons de plein pied dans un domaine extrêmement déterminé. Tandis que si nous entrons dans une astrologie plus causale, ces gens disent si c'est causé par, bon, par exemple, imaginons que nous soyons nés 10 minutes, ou enfin pas 10 minutes, mais enfin 2 heures plus tard, nous allons avoir un autre ciel. Donc par conséquent, ce sera une autre forme d'influence. Là, évidemment, si on modifie les choses, tandis qu'au niveau de l'analogie, on dit si telle personne est née à tel moment, c'est parce qu'elle devait naître à ce moment-là, pour accomplir tel bout de chemin. Vous voyez, il y a une énorme nuance qui peut être prise à ce niveau-là. Tandis qu'au niveau de l'astrologie causale, on dit si telle personne a tel caractère, c'est parce qu'elle est née à tel moment, et parce qu'il y avait telle disposition astrale, en plus de toutes les influences génétiques, culturelles, biologiques, etc., et d'éducation. Et donc, par conséquent, si nous influons de telle manière pour essayer d'empêcher les causes, si nous découvrons les causes, nous pouvons travailler sur les causes. C'est d'ailleurs l'optique scientifique en général. C'est-à-dire pouvoir trouver des causes pour pouvoir modifier les causes éventuellement. D'où l'optique thérapeutique, dans une certaine mesure. Attention, parce qu'il y a aussi une autre forme de voir la thérapie. Donc, il y a un conflit, mais en fait, conflit qui est loin d'être résolu. Parce que le problème, en fait, que l'on peut se poser tout de suite au niveau de l'astrologie, c'est quelle est son utilité. À quoi ça sert de faire son thème? Parce que tout compte fait, premièrement, si on est déterminé, ça ne sert à rien de savoir ce qui va nous arriver demain, étant donné de toute façon que ça devra nous arriver. Et si on n'est pas déterminé, si on fait faire son thème, ça risque de nous influencer dans un sens dans lequel on ne devrait peut-être pas aller. Parce qu'il suffit que l'astrologue se gourre, ça peut arriver, c'est un être humain. Eh bien, au fond, il y a une réponse qu'on peut donner par un exemple que j'aime beaucoup, et qui est l'exemple du bateau. On a un peu l'impression que nous sommes un bateau. Et pour ceux qui ont déjà fait de la voile, même pour ceux qui n'en ont pas fait, ils peuvent imaginer, quand on a un bateau, d'abord il faut connaître son bateau, on connaît les plans du bateau. C'est comment il est construit, c'est qu'il a telle longueur, il a son mât à telle hauteur, que ses voiles font telle superficie, il a un moteur ou pas un moteur, que quand on barre de tel côté ça tourne par là, etc. On connaît le bateau, on essaye d'apprendre son fonctionnement. C'est-à-dire ça c'est le thème de base. C'est le plan du bateau que vous êtes. Voilà, avec ça, vous savez plus ou moins où sont les failles. Bon, par exemple, par gros temps, ce bateau, il va prendre de l'eau à tel endroit. Par temps calme, il ne va pas avancer. On ne sait pas. Il y a des bateaux plus aptes à la houle, il y en a d'autres qui ne le sont pas, etc., etc. Donc c'est le plan du bateau. Et puis, quand vous êtes dans votre bateau, il est très rare de voir un marin prendre la mer sans prendre une carte marine et sans prendre la météo. Et je vous assure, s'il prend la mer sans prendre une carte marine et sans prendre la météo, et s'il ne connaît pas, en plus, très bien la navigation, on a peu de chance de le revoir. Hein. Bon. Donc, par conséquent, il prend le moment des marées pour pouvoir sortir du port au bon moment, et puis il prend des cartes pour savoir où sont les bancs, où sont les bouées, où sont tous les récifs, tous les différents éléments dans lesquels il ne doit pas aller,
et puis il prend régulièrement la météo pour savoir ce qui va arriver, pour savoir s'il doit mettre tel type de voile, ou tel type de voile, ou tel type de voile. C'est en fait certain qu'on ne va pas mettre la grande voile à tout à fait toute voile dehors lorsqu'il va y avoir un force 10, parce qu'alors là il va casser son mât. Donc il ne va pas mettre cette voile-là, il va mettre une autre. Eh bien je crois que, en fait, l'astrologie, son utilité première, c'est ça. Savoir quel type de bateau on a, et la fois quand il faut mettre la grande voile ou pas. Ou en d'autres termes, quand il faut planter ses salades ou pas. Parce que si vous passez votre temps à planter des salades en hiver, je ne pense pas que vous aurez tellement de salades. Il y a un moment pour planter des salades. Il y a un moment pour faire certaines choses, et pas un autre moment. C'est un moment précis. Bon. Ça, c'est déjà une chose. Maintenant, ça peut bien sûr servir de diagnostic pour déboucher sur d'autres thérapies. Et dans la mesure où ces thérapies acceptent l'intégration de l'astrologie, et dans la mesure où les astrologues acceptent l'intégration des autres thérapies. Vraiment, ça présente un danger, dira-t-on. Et effectivement, un danger assez précis, c'est que l'astrologie ne convient pas nécessairement à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui, sachant qu'il va y avoir une tempête dans 3 mois, s'empoisonnent la vie 3 mois avant parce qu'elles pensent qu'il va y avoir une tempête. Alors il vaut beaucoup mieux qu'elles ne sachent pas. Et puis pour la tempête viendra, on verra bien ce qui arrivera. Et en fait, et c'est là-dessus je pense que, et je souhaite vos questions, même pour des choses que je n'ai pas dites, des choses que j'ai dites et que vous avez mal comprises, mais il y a quand même une question très importante que nous nous posons tous et que vous pouvez vous poser et qu'on peut toujours poser, que l'astrologie pose, et c'est la plus importante, c'est au fait, est-ce qu'il y a au niveau de nos structures une part de libre arbitre? Sommes-nous totalement déterminés? Sommes-nous tout à fait en libre arbitre? Et alors, ça ne sert plus à rien. Ou sommes-nous au milieu, entre les deux? J'ouvre le débat et je vous propose de continuer. C'est l'écrasement. La résistance nécessaire parce qu'il vaut mieux avoir réfléchi au que pas. Je vais proposer une image, peut-être pour mettre en route ce débat, sur justement ce sentiment de déterminisme. Je crois que vous préoccupe tous et vous préoccupe tous de dire qu'il faut prendre conscience que dans la nature, les causes existent, mais les effets n'existent pas toujours. Il y a de nombreuses causes, il n'y a pas toujours d'effets. Il en est même dans l'astrologie des aspects, des éléments qu'on peut rencontrer dans un thème. C'est tout à fait comparable aux chênes qui possèdent 1 millier de gens qui tombent par terre. Certains seulement donnent un chêne. Mais s'il y a un chêne, il y a toujours un lion. Et je crois que le problème de l'astrologue se pose un peu de la même façon, à savoir que lorsqu'il voit une cause, il n'est pas certain qu'il y aura un effet. Lorsqu'on voit un blanc tomber, vous ne pouvez pas être certain qu'il y aura un chêne. Je reprends votre image, si vous voulez, là. J'arrive dans une pièce et je vois un tableau au mur. Et je m'aperçois qu'il est mal rattaché. Soit que le clou soit mal posé, soit qu'il range son prise. Et je me dis, ce tableau-là, un jour, il finira par dégringoler. Alors, quand la fixé, le moment où il va dégringoler, et même si, décidément, ça va tomber, ça, on sait rien. Mais il y a là 2 effets qui se contrarient. Le clou qui retient, il dit est-ce qu'il peut, si je répète, ça très bien planté, et puis le tableau qui tire dessus. Il y a un sorte d'antagonisme entre 2 forces. La force qui cherche à retenir, à maintenir une situation donnée, et la force qui, elle, cherche, le poids du tableau en l'occurrence, qui cherche à modifier la situation. Alors il est difficile dans des conditions comme ça que de se dire le tableau va tomber ou le tableau va rester.
Pour moi, si vous ne faites pas d'intervenir votre question n'est pas. Tout à l'heure, je répète, en arrivant, je disais, bon, ce tableau, un jour, va tomber. Est-ce que c'est pour nous, dans le cas où nous sommes, ça va se faire? Est-ce que nous aurons le temps de nous apercevoir que décidément il faudrait rapistoler la suspension du tableau, et puis attendez, un jour nous nous amenons avec un bateau et puis nous rapistolons ça. On sentait que nous sentons que nous nous trouvons dans une mauvaise situation, nous avions le moyen de la dépasser, n'est-ce pas, de la réparer. C'est ça, en fait, la tradition astrologique. Et je dirais qu'un scientiste de la plus belle facture a donné quelque chose comme cette image que je viens de vous présenter, et que c'est dans la physique moderne, c'est une notion fondamentale, n'est-ce pas? L'antagonisme entre deux forces qui sont toujours opposées l'une à l'autre, enfin le principe est posé d'ailleurs de Newton, n'est-ce pas? Action, réaction. Je crois que tous les élèves, on appelle ça dans la leçon physique. C'est ça, en astrologie. Notre phénomène qui agit, la résistance que nous pouvons opposer, et qui, ou bien si le phénomène n'est pas assez fort, pour vaincre notre résistance, il faut le fond. Dans un cas, les choses comme ça, à quoi faire cette difficulté, dans l'autre, évidemment, l'installation. C'est bon, là? Oui, pardon. Je pense que vous dites ça des choses. Eh bien, je pense que le destin des choses, tenez, vous me demandez à moi, je vous répondrai plutôt par un mot d'un astrologue réputé de la première moitié du siècle, Swanach, qui est un des fondateurs de l'astrologie juive, ou plutôt un de ceux qui ont repris et qui disait les choses, enfin le destin est déterminé dans sa forme, mais pas, est destiné dans son fond, mais pas dans sa forme. Entendez que, par exemple, vous avez certaines tendances en vous, bonnes ou mauvaises, n'est-ce pas? Elles sont là. Et c'est ça que le destin, c'est par là que le destin vous prépare à certains chemins. Mais alors la forme, est-ce que vous allez devenir, par exemple, si vous avez une tendance à la boisson, à devenir un ivrogne, ou est-ce que, au fond, vous saurez tout de même, tout en aimant les bons crus, n'est-ce pas, vous maintenir observer une retenue suffisante pour ne pas se tromper pour un indice, ça, c'est la forme, et ça, nous ne pouvons pas déterminer comment vous allez vous comporter. À moins qu'on ne puisse tout de même pas voir sur un thème, et on peut le voir, que vous n'ayez pas suffisamment de résistance. Le flou du tableau, tout à l'heure. Alors là, je vous dis que vous avez en vous des forces de résistance qui vous permettent de faire ça. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Un jour, j'ai eu devant moi deux femmes, deux mères. L'une avait un fils qui cassait tout, qui était impossible. Et l'autre avait un fils au sujet duquel elle me disait, mais ce type ne peut rien en faire. Il n'a aucune énergie. Il ne veut ni ceci, ni cela. Il ne veut rien. Il veut qu'on laisse tranquille. Ce n'est pas difficile. Vous regardez l'un et l'autre. L'un aura le violent, aura un certain nombre de planètes. C'est un assez grand nombre de planètes que les astrologues appellent le signe de feu, et le nom qui vient ça veut dire, pas le signe actif, le signe qui pousse plein de diverses choses, et l'autre a la plupart de ces planètes en signe passif, de terre ou d'eau. Et bien lorsque les planètes en signe passif sont la majorité, alors là vous pouvez être sûr que vous êtes devant un individu qui ne montrera pas beaucoup d'initiative dans sa vie. Et que si parmi ces planètes passives, il y a des dispositions telles qu'une certaine nonchalance, une certaine absence de caractère, etc., puisse se manifester, il y sera dur de la dépasser, de la surmonter.
Alors tout ça, ça répond encore à la question que vous avez posée, monsieur, le destin. Ce que je dis là est faux, et qu'il a fait dans des circonstances où il avait envie d'aller d'être allé ailleurs, je dis. Sur le problème du libre arbitre. Eh bien, ça ouvre un débat assez large, mais enfin je vais essayer de le synthétiser. Nous venons avec un thème de naissance qui est le fruit d'un acquis antérieur. C'est-à-dire que de vie en vie, d'incarnation en incarnation, nous avons acquis différentes qualités et nous avons, au contraire, nous n'avons pas généré suffisamment encore de ces qualités. Et cela constitue en somme un travail que nous avons à faire dans notre vie. La destinée existe jusqu'à un certain point, bien entendu, c'est-à-dire que, habituellement, nous avons ce travail à faire et le libre arbitre nous laisse devant l'alternative de le faire comme ceci ou comme cela, avec les moyens qui sont en nous. Il y a un facteur que nous ne voyons pas facilement dans un thème astrologique, c'est la volonté avec laquelle nous allons faire ce qui nous est imparti de faire. Ceci est en somme la base de notre philosophie, et cette base nous donne la responsabilité de tous les actes, non seulement des actes positifs, et cela tout le monde a une grande facilité à reconnaître que nous sommes générateurs des choses bonnes qui nous arrivent, mais aussi des choses moins bonnes. Et même si elles nous arrivent à la naissance, notre responsabilité reste entière dans le cycle des vies, des incarnations. Ceci, c'est donc synthétiser la base de notre philosophie à travers l'astrologie. Est-ce qu'il y a parmi nous d'autres personnes qui veulent parler sur le problème du destin? Oui. En fait, excusez-moi, mais en fait, il y a une chose, c'est que vous dites des choses qui sont des actes de foi. C'est-à-dire que ça présuppose chaque fois un acte de foi. En fait, l'astrologie n'est pas nécessairement au départ un acte de foi. C'est un constat. On constate effectivement qu'entre le thème de la personne et la personne, ça colle. Mais objectivement, c'est faire un acte de foi de dire, bien sûr, mais c'est une philosophie tout à fait respectable, et je ne dis pas que c'est con, c'est faux. En fait, il faut quand même qu'on se mette en tête que ce n'est pas l'option de tous les astrologues. C'est-à-dire qu'on peut faire parfaitement de l'astrologie sans poser cet acte de foi pour croire en quoi que ce soit de plus que ce que l'on constate. L'astrologie peut être, comme on dit très bien, déboucher sur une spiritualité extrêmement grande, mais elle peut être également une technique pour aboutir à être mieux dans sa peau. En fait, elle est ouverte à n'importe quelle forme de pensée. Elle n'est pas nécessairement orientée vers une démarche religieuse. Bien sûr, elle pose des problèmes de religio, c'est-à-dire savoir ce qui existe entre l'individu, nous, et quelque chose d'autre. Il y a un problème de religio, mais il n'est pas obligatoire d'y répondre par une démarche religieuse. Il y a des gens qui font de l'astrologie d'une option totalement, je dirais, rationaliste, matérialiste, et ça marche. Bien sûr, il y a des tas de questions qu'on ne peut pas répondre sans par une démarche comme celle que tu viens de faire, qui donne une réponse, bien sûr. Si on dit le bilan d'autant d'incarnations aboutit à naître à tel moment parce qu'il faut vivre telle chose dans tel milieu, etc., là ça devient cohérent. Et ça devient cohérent sur une démarche, bien sûr, qui ne va pas nécessairement être probable pour tous. Donc il faut quand même reconnaître l'astrologie d'abord une approche, un moyen de cerner l'individu, de cerner la personnalité, de cerner l'être dans son entièreté de façon prodigieuse, de façon assez vraiment précise. Elle n'entraîne rien d'autre, mais elle entraîne des questions que sont déjà en train de poser. Et tu veux dire quelque chose, Georges? Oui, je veux préciser quelque chose sur le libre arbitre. J'estime que le libre arbitre est à 50% d'un thème, comme 50% du déterminisme astral. Mais il faut convenir que le libre arbitre n'est pas égal pour tout le monde. Cela ressort du même fait que l'influence astrale, le thème du déterminisme astral n'est pas le même pour tous. Il y en a qui
sont déterminés à être riches, à être en amour, à avoir une bonne santé, et d'autres des malades, des catastrophés sur le plan professionnel ou sentimental. Parce que ça ne vous a pas dit dans une certaine mesure que le libre arbitre est déterminé. Ça n'est pas maintenant. Et c'est un peu ça. Et c'est un peu ça. Le libre arbitre est déterminé. Vous avez par exemple des ascendants qui sont dits de planètes. Mais l'individu bénéficie d'un libre arbitre beaucoup plus important que celui qui a une, deux ou trois, quatre planètes de l'ascendant. Disons qu'il est moins sollicité. C'est-à-dire que chaque présence de corps planétaire d'ascendant représente autant de boulets qui entrera en hygiène sur le libre arbitre. Alors, Alain Sevilla, tu avais une réponse que tu avais entendue par le pas? C'est une question qui m'a beaucoup achevé. Un jour, de quelqu'un que j'estime beaucoup, j'ai eu une réponse lapidaire, et il a répondu la quantité de libre arbitre qu'on a est déterminée. Oui. Oui, mais moi je ne comprends pas la phrase, je comprends autrement aussi. Le libre arbitre n'est pas négatif. Le potentiel énergétique du destin. À ce reliquat, à ce reste, quelqu'un des endroits, il y avait qu'on peut raisonnablement lui donner de ce non, il faut faire le terme libre. Jean-Marie, tu voulais Oui, je dis cette phrase. Le libre arbitre. Non, c'est simplement dire que cette phrase. Reste pratiquement. Ça n'est pas pour diminuer la catégorie de l'humain, c'est simplement pour se rendre compte qu'il y a des vies, nous ne sommes pas des dieux, à supposer que les dieux aient leur libre arbitre. Et là, pour le premier, pour ne remonter qu'à lui, parler de la nécessité, n'est-ce pas, le démiurge ayant fait des dieux subalternes, eh bien, il leur a fixé qu'ils avaient à faire, et alors, de nécessité, ils doivent faire cela. Et après cela, le démiurge s'est reposé. Par conséquent, la nécessité du divers. Il y a une question qui vient enfin là. Ça fait penser à des débats qu'on faisait. Plus tard, mademoiselle, madame. Oui, ça fait penser à des débats qu'on faisait dans la question de est-ce qu'on a un libre arbitre et est-ce que le libre arbitre est déterminé. C'est pas la seule question du débat, on peut en poser d'autres. Oui, justement, on voit qu'il y a des réflexions. Et je crois qu'il y a des philosophies sous-jacentes, on peut les appeler philosophie ou archéologie ou idéologie comme on veut, et qu'elles sont vraiment très simples. C'est-à-dire quand on dit le libre arbitre est déterminé, on pense, c'est pas la liberté moderne, de faire ou de ne pas faire, et que certains qui parlent et qui disent dans ce sens-là, on doit enseigner à faire un chemin, etc. Et la liberté dans ce cas-là, c'est la liberté de réaliser son destin ou son caractère. Et la liberté dans ce sens-là, c'est réaliser cette chose pour être relié à tous les éléments de cette chose. Donc, c'est pas tellement conscient, non? Alors pourquoi, madame, renonçons-nous à tant de choses que nous avons voulu à un moment donné fortement réaliser et que nous abandonnons? Par exemple, un élève de troisième, n'est-ce pas, qui se disait, qui était féru de mathématiques, qui se disait, moi, je vais être un polytechnicien, et l'année ou les 2 ans, dans les 2 ans qui suivent, il voit les jolies boucles de sa voisine, et il oublie complètement ses maths et il était perdument. Ce sont des choses de la vie, comme je disais. Moi, quand j'entends parler comme ça fait penser à ça, problème-là. Si vous résolu, moi, j'ai plutôt résolu comme je suis, c'est-à-dire en interrogeant sur le libre arbitre, pour savoir si c'était déterminé ou pas, si c'était libre ou pas, et bien sûr, c'est là. Remettant comme M. Alphonse et M. Larouillou viennent de dire, je vois que là-dessus, une question de prise de position est importante. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, le débat s'est engagé là-dessus, mais enfin, il y a d'autres problèmes qui doivent exister et qui vont probablement venir au cours de la réunion. Je ne pense pas qu'on va rester constamment au niveau de ce problème de la liberté. Je crois que quand même, on sait tous qu'il y a des personnes qui sont des jumeaux sur le plan astrologique et qui n'ont pas systématiquement le même destin.
et que deux personnes peuvent avoir des thèmes jumeaux, et qu'il y a des thèmes subis ou des thèmes agis. Et que c'est très différent, la vie des gens peut être très différente dans l'un ou l'autre cas. Le thème d'Andy, c'est un exemple que je donne souvent, qu'aurait-il été si ça avait été un thème subi? Quel est le facteur qui détermine que le thème est subi ou non? Oui, alors. Est-ce que c'est la conscience de la... Est-ce que c'est l'astrologie qui... Est-ce que par exemple l'astrologie permet de subir ou d'agir sur le thème? D'agir, je pense que le mot est mal choisi. Transcender. Transcender. Ça aurait pu très grave. Subir ou transcender. Subir ou transcender. Que chacun parle instinctement à la structure. Vous avez monsieur? Non, on parlait du libre arbitre. Je n'avais pas l'impression que chacun de nous recevait une certaine dose de libre arbitre à sa naissance, comme il aurait reçu une dose de sucre dans le sang, et ici. Non, mais je reviens à la phrase que je disais tout à l'heure. La quantité de libre arbitre qui est dans chaque individu est déterminée. Ça prouve que la quantité de libre arbitre n'est pas la même chez tout le monde. Alors, moi, j'ai la phrase qui a été lâchée là. Jacques. Je crois, c'est peut-être ce que j'aurais voulu dire tout à l'heure quand on parlait quand Jean-Louis parlait, c'est qu'à mon sens, je me suis rendu compte en pratiquant un petit peu, je la pratique pas encore professionnelle, mais je l'ai pratiqué à une époque, l'astrologie, c'est qu'il est très difficile d'interpréter un thème concrètement, pratiquement, sans s'appuyer pas sur une philosophie quelconque. On est amené, forcément, on ne peut pas avancer si on n'a pas une philosophie derrière soi. Et je crois que tous ceux qui ont essayé de s'en passer, c'est-à-dire qui ont voulu être objectifs, comme on dit, qui ont voulu être des hommes de raison, qui se sont méfiés des actes de foi, etc., eh bien, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas interpréter. Ça, c'est la constatation que personnellement j'ai faite. Et donc, je pense que là, pourquoi on parlait à propos de celui-ci, c'est là qu'une fois qu'à tout homme, en fait, tout homme interprète sur une philosophie. Il en est conscient ou il n'en est pas conscient. C'est-à-dire que soit c'est une philosophie qui est plutôt marginale par rapport à la philosophie ambiante du pays dans lequel on vit, soit c'est une philosophie que l'on pratique de façon inconsciente parce que c'est la philosophie qui est dans l'air. Et on n'en a pas conscience. On croit que l'on s'abstient d'avoir une philosophie derrière soi, mais en fait on en a une sans le savoir. Vous ne faites aucun jour jusqu'ici, il a répondu à mademoiselle et j'ai l'impression que vous n'avez pas très bien compris ce qu'elle a voulu dire. Parce qu'en réalité, elle a posé une question beaucoup plus importante que toutes celles que vous posez. Elle s'est demandé si la liberté de détermination ou de choix a l'importance que vous lui donnez, si c'est si bon que ça. Voilà la question qu'elle s'est posée. C'est tout de même très important, il faudrait faire l'effort d'y répondre. Moi, j'y répondrai par une parabole. Vous êtes ceux qui ont peur de suivre leur destin, ceux qui désirent avoir tellement cette liberté-là, sont un peu comparables au capitaine d'un bateau qui brusquement dirait que c'est absolument scandaleux d'avoir une boussole qui indique toujours le nord, de sorte qu'il est guidé contre sa volonté, contre sa liberté dans cette direction. Et pour ne pas être guidé, eh bien, il chargerait son navire de limailles de fer. Et à force de le charger, il est évident que la boussole tournerait toujours sur elle-même, n'indiquerait plus rien, et ce navire-là serait mis haut. Est-ce que ça serait mieux pour ça? Je vais confirmer quelque chose, mais ici au niveau totalement pratique. Donc je suis praticien, c'est-à-dire que j'ai une clientèle, je fais une consultation, c'est mon métier. Et c'est un constat, je vous le livre à votre réflexion, je ne fais rien d'autre, je n'en tire aucune conclusion, je vous livre un constat. Une chose, c'est que les gens qui ne vont pas dans le sens de leur thème sont malheureux, et ils marchent à côté de leur thème. Et c'est ma conclusion. Donc par conséquent, je vous rejoins. Je vous rejoins. Il voudrait intervenir. Jean-Marie. Je sais plus quoi dire. Non, je suis aussi... Enfin, tout ça, le débat était bien lancé sur le...
Oui, le débat a été lancé sur le libre arbitre, notamment parce que notre ami Dupuis ici a en fait exposé de façon très synthétique, très courte, en fait, disons, la thèse rosicrucienne. Il a exposé telle quelle. Alors effectivement, quelqu'un qui expose, disons une foi, ça provoque aussitôt d'autres professions de foi. C'est pour ça que c'est parti ainsi. C'est d'ailleurs très bien, c'est évident. Personnellement, je suis praticien et disons, en tant que je suis taureau, est très 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 concret. Et j'ai l'habitude de dire que je ne crois à rien. Et seulement, à travers ma pratique, effectivement, j'ai constaté que tout se passe comme si ce qu'a dit notre ami Dupuis était vrai. Je ne dis pas que je crois à la réincarnation, etc. Je dis que sans y croire, je pense que tout se passe comme si. Et dire comme si, c'est pas dire j'y crois. Voilà, hein. Tout se passe comme si on avait un programme cardiaque. Un programme cardiaque. Alors ça, c'est une... je dis tout se passe comme si on avait un karma. Le problème, moi, voilà ce que j'ai simplement constaté dans ma pratique. Quant à la phrase qui a été dite, peut-être qu'on est déterminé à avoir un libre arbitre, je crois que c'est cette phrase que tu as citée, Aliou. Moi, effectivement, je l'entends d'une certaine façon, et je l'entends qu'on est déterminé à ne pas savoir si on en a un ou on n'en a pas un. Hein, et alors, c'est parce que dans la mesure où on ne sait pas où on en a un ou on n'en a pas que l'on joue, étant donné que suivant les cultures où nous sommes, on peut toujours nous faire croire qu'on n'en a pas. Ce qui est très paradoxal, par exemple, c'est que les scientistes, les rationalistes, sont des gens qui sont très déterministes, qui disent tout a une cause, etc., 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 etc. Hein, c'est ce qui crée un état d'esprit tel à l'école on dit tout a une cause, donc ça nous prête à croire que nous aussi on est causé et que donc on n'est pas responsable, c'est une bouillon de culture ça. Mais ce qui est très curieux, c'est que j'en ai rencontré d'assez haut placés, ces mêmes scientistes, ces mêmes rationalistes, lorsqu'on parle d'astrologie, j'en ai rencontré un, je pourrais donner, je n'ose pas dire son nom en public, si je vais dire son nom en public, c'est le directeur de l'Institut Pasteur, c'est Joël de René. Bon, eh bien, lui, il m'a dit, mais non, on ne peut pas croire à l'astrologie, qu'est-ce que vous feriez du libre arbitre? Alors c'est très curieux de voir des gens qui, dans leur foi de scientiste, dans leur pratique, sont contre dans les faits, dans leur comportement contre le libre arbitre, refuser l'astrologie à cause du libre arbitre, sous prétexte que l'astrologie supprimerait le libre arbitre. Vous voyez très bien autour de cette table que ce n'est pas le cas, puisqu'il y a des astrologues qui disent qu'on a un libre arbitre absolument complet. Bon, voilà ce que je voulais dire. Je pense que de ce point de vue-là, il y a un exemple qui est tout à l'heure à table, je dînais avec Christine Paulet, qui me donnait un exemple assez intéressant au niveau astrologie médicale. Elle me disait, en fait, j'ai des médecins qui m'envoient, des médecins acupuncteurs qui m'envoient des malades. Hein, on va envoyer ça chez l'astrologue va peut-être boire le truc. Alors, il ne va pas parler de moi. Ces patients vont voir Christine Paulet, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de voir dans le thème, effectivement, quel est le problème qui se trouve dans le thème, quel est le problème que la personne ne veut pas résoudre. Enfin, de fait, ne résout pas, de fait, ne prend pas en charge, parce qu'elle se le cache, parce que, importe, chacun a ses bonnes raisons. Hein. Et c'est parce qu'elle ne résout pas ce problème-là, que ce problème-là, il reste, et il reste sous forme d'un bobo, quoi, qui grossit, qui somatise, et qui, même lorsqu'on guérit par des aiguilles ou par autre chose, il repousse. Donc, c'est... Bon, je pense que c'est un exemple concret au niveau de déterminisme et voilà. Oui, et au niveau des maladies, enfin de l'astrologie médicale, ce qui est très frappant, c'est que les gens qui ont un axe qui double l'axe de pathologie très valorisé peuvent le vivre aussi bien en étant malade qu'en étant soignant. Selon qu'ils vivent leur thème en le subissant, en l'agissant et en le transformant. Et là, j'ai un exemple qui est terriblement parlant. C'est une consultante qui est venue me voir et je vois ça. Alors, dans ma tête, je me dis, bon, c'est un thème qui est très très difficile si elle n'a pas une profession qui la pousse à soigner les autres. Et je lui demande, est-ce que vous travaillez? Moi, est-ce que vous travaillez? Ça veut dire, est-ce que vous ne soyez pas infirmière de choses approchant? Elle me dit, je ne travaille plus qu'à mi-temps à cause de problèmes de santé. Je dis, ça va pas. Et elle me dit, j'ai perdu un œil, je suis en train de perdre l'autre. Je n'ai pas dit que dans entre-temps, j'avais vu tous ces aspects qui touchaient l'axe Lion-Verseau avec quelque chose de très très mauvais en Lion. Et j'avais vu, enfin, je m'étais dit, cœur, colonne vertébrale et les yeux. Et elle me dit, j'ai perdu un œil et je suis en train de perdre l'autre. Je lui ai dit, c'est pas un problème de colonne vertébrale, parce qu'évidemment, elle avait aussi des problèmes de colonne vertébrale.
bon, l'entretien s'est terminé, mais quand elle est partie, je me dis quand même, 1443, c'est ma génération, je connais quelqu'un qui est né à la même date, je cherche dans les cahiers, et c'était, je sors de thème d'une de mes meilleures amies, qui est née avec le même axe très valorisé, l'une étant née le soleil conjoint exactement à l'ascendant, l'autre est née le soleil conjoint exactement au descendant, le même jour. Et mon amie est infirmière. Or, ma consultante était malade, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ma consultante a fait donc des progrès sur le plan psychologique assez extraordinaires. Quelque chose qui m'étonnait énormément. Et à la deuxième consultation, elle m'a dit qu'elle pratiquait le bouddhisme. Bon. Et elle pratiquait une forme de bouddhisme très... si ça peut être oral et paterette, très oral et paterette, c'est le bouddhisme que pratique... Utilitaire. Voilà, le très utilitaire que pratique... c'est la secte de... Voilà. Voilà. Et donc, cette jeune femme, il faut dire qu'elle fait en ce moment 5 heures de méditation par jour. Je l'avais rencontrée il y a 2 ans. Je l'ai vue il y a 15 jours, avant mon stage à moi. Cette femme, ça, je l'ai vue, a repris 8 dixièmes de vision à un œil, alors que tous les médecins avaient condamné ses yeux. Et elle a repris 2 dixièmes à l'autre. Et elle a commencé à guérir le jour où elle a accepté sa cécité. Bon, alors, quand on dit, vraiment ça c'est quelque chose qui m'a fait énormément réfléchir, énormément progresser, je crois que c'est pas par hasard que ces thèmes me sont tombés dans les mains. Alors, dans un premier temps, on dit, il vaut mieux, bien sûr, il vaut mieux être infirmière que d'être malade. Mais dans un second temps, je sais pas. Il n'y a pas d'hasard, de toute façon. Ça m'avait beaucoup frappé. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui ne vit pas son terre. Et je ne vis pas son terre, on ne peut pas ne pas vivre son terre. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas être embarqué sur un bateau qui va du Havre à New York et vivre comme si elle était sur un autre bateau. Je l'ai rencontré. Monsieur. Je me souviens d'un exemple très simple. Oui. J'ai l'argument d'apporter, c'est pour quelle raison, parce que c'est dans mes papiers, un petit dossier femme difficile, au pluriel. Il y a un dossier très difficile. Femme difficile, vous trouverez là-dedans, vous le mettez sur la table, demain, une dizaine de textes de femmes, il y a aussi des textes d'hommes. Il faut mettre quelque chose dessus pour savoir le comprendre. Et bien là-dedans, il y a des femmes des années 1949, mais à partir de 1949 jusqu'à 51. Entre 1949 et 1951, Saturne et Neptune étaient réunis dans le signe de la Balance, qui est en astrologie connu pour être le signe des associations et notamment du mariage. Et bien parmi les femmes difficiles, il y en a qui évidemment qui sont nées dans ces 3 années, qui ont les 2 troisièmes, donc par exemple Mars, mais encore d'autres difficultés. Eh bien, c'est pas difficile, pourquoi je les ai appelées l'évidence dossier-là, c'est parce que ces personnes ont une difficulté énorme à se marier. À se marier, comment se marier, généralement, c'est-à-dire, on s'aime et on va demander cellulaire et puis on accepte d'être marié. Elles ne peuvent pas accepter d'être tout simplement mariées comme tout le monde. Ça leur pose des problèmes. Alors elles sont peut-être au point du karma dans la situation, dans une catégorie qui est celle-là,
Et alors, ils sont mis au monde entre 49 et 51, je veux bien. Mais en fait, il est curieux de constater que ce sont que des personnes, des intervenants qui ont vraiment certaines qui portent quand même certaines caractéristiques qui sont la méthode et qui interviennent pour déterminer leur Madame. Je me présente, je suis une de ces femmes difficiles. Et madame, si vous étiez entre ces 3 années, je suis prêt à voir votre thème avec vous. Je suis d'accord avec vous, et j'ai beaucoup de mal, et d'ailleurs, je ne suis pas mariée. Vous voyez, la plupart n'arrivent pas à se marier. Mais il y a 30 raisons pour une observation. Beaucoup de gens ont de la peine à se mettre en avant parce qu'ils ont cette impression que leur cas peut peut-être impressionner les autres, ils peuvent ou elles peuvent être jugés et connaître. Eh bien, tout à l'heure on disait que l'astrologie c'est une philosophie. Eh bien c'est vrai. L'astrologie est foncièrement une philosophie, en ce sens qu'elle vous apprend à admettre l'autre tel qu'il est et à ne pas le juger. Et on peut dire, quelqu'un peut venir me dire n'importe quoi sur son compte. Je ne le jugerai jamais. Je penserai qu'il a cela tout de même un peu dans son thème et qu'il faut le comprendre. Alors si vous avez quelque chose à demander, demandez-le hardiment, ne croyez pas que je trouve quand même que c'est terriblement dangereux, et parce qu'en fait, on ne peut pas, excuse-moi Pierre, sur un élément d'année ou un élément de présence planétaire, plus ou moins comprendre un thème. Il faut comprendre un thème, je crois qu'il faut en faire, et là je rejoins tout à fait la technique du Claire Fanagotini, une globalité. Donc par conséquent, je crois que si vous avez des questions éventuellement personnelles à poser, il vaut mieux les poser en privé, éventuellement à un d'entre nous, avec le thème en main et pas en public. Nous sommes ici pour discuter de choses générales et pas de cas particuliers.